Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment très heureux d'être là. Je suis très heureux de savoir que le livre Mathéopolis est dans vos sacs parce que c'est une aventure absolument incroyable. Je suis aussi très heureux de prendre la suite d'Isabelle parce que vous vous êtes rendu compte quand même qu'on a moins parlé de sous-espaces invariants finalement que d'enthousiasme. Voilà, elle nous a fait une présentation extraordinaire d'un enthousiasme complètement communicatif. Et en fait, l'enthousiasme, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Et en fait, à Marseille, au CIRM en particulier, on n'en est pas dénué. Je vais quand même faire un petit parallèle avec cette ville très haute en couleurs, bleue et blanche. Vous voyez, quand on parle d'enthousiasme et de ferveur, en général, à Marseille, c'est plutôt ça quand même. Hein, vous voyez. Et puis, on vous dira que c'est quand même ici le cœur de la ville. Vous voyez. Et en fait, quand on regarde bien, c'est plus compliqué que ça. Malgré tout, quand on demande à un adolescent de citer un grand personnage de son temps, vous doutez bien que c'est lui qui va sortir un petit peu avant les autres. Voyez. Mais en fait, il y a un autre cœur nucléaire de l'enthousiasme marseillais où on peut croiser des personnes absolument extraordinaires, des gens qui, à mon avis, sont beaucoup plus séduisants que Joule. Voyez. Comme ce monsieur ici, qui est médaille fils de mathématiques. Voyez. Beaucoup plus séduisant. Parce que Arthur Avila, en 2014, a eu la plus haute distinction mathématique. Et Arthur Avila, c'est quelqu'un que l'on peut croiser parmi d'autres grands représentants français qui communiquent comme lui l'enthousiasme des mathématiques. On peut le retrouver où? Et là où nous sommes, au CIRM, qui est le réel cœur de la ville, du point de vue de l'enthousiasme, à mon avis. Ici. Voilà. Donc, Marseille, c'est pas la ville du foot, un peu, bien sûr, mais c'est surtout la ville des maths. Regardez, Marseille, centre mondial des mathématiques, ici. Et donc, vous avez la chance extraordinaire, j'aurais voulu connaître ça, moi, quand j'avais votre âge, de pouvoir fouler le sol de ce lieu, rencontrer des personnages d'un enthousiasme débordant comme Nathalie Granotier, qui est ici, qui est la bibliothécaire du CIRM. Et quand vous croisez Nathalie, elle va vous emmener très vite vers ses livres et vous montrer des livres très anciens, des livres extraordinaires dont elle a la passion ici. Et donc cette passion-là ici, à Marseille, on la cultive. Et qui la cultive? Il y a beaucoup de profs qui sont autour de cette émulsion, autour du CIRM, autour de l'université, autour de l'Institut de recherche sur l'enseignement des sciences. Et on organise énormément de manifestations, comme le congrès Math-Engine, par exemple, comme les forums des maths. Donc des profs s'intéressent à ça, mais surtout, particulièrement par des gens à qui je voudrais vraiment rendre hommage, des chercheurs, de grands chercheurs, extrêmement impliqués dans la diffusion des maths. Alors, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Vous avez Pascal Hubert, qui est votre autre aujourd'hui, qui mouille le maillot un samedi quand même, un chercheur comme ça, qui va passer 2-3 jours avec vous à infuser, alors qu'il aurait peut-être autre chose à faire. Et voilà, donc il a à cœur de partager cet enthousiasme-là. Julien, qui est dans la salle, Julien, on pourrait dire il a autre chose à faire que d'être là un samedi matin quand même. Médaille d'or aux Olympiades internationales. Pourquoi il est là? Mais parce que la passion, parce que l'enthousiasme. Olga, qui est dans la salle aussi, elle est là, voilà. Olga, qui est dans la salle, qui est extraordinairement impliquée dans Filles et Maths dans le monde. Dominique Barbolosi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un mathématicien extraordinaire, qui fait des maths appliquées, lui, à l'oncologie, donc qui essaye de guérir notamment les enfants qui sont atteints de cancer en optimisant les protocoles de chimiothérapie et d'immunothérapie. Florence Hubert, très impliquée dans Femmes et Maths. Le regretté Christian Mauduit, qui a lancé une dynamique absolument extraordinaire dans l'Académie qui est la nôtre. Pierre Arnoux, qui est un personnage totalement incontournable. Jean-Luc Marie, qui est un chercheur extraordinaire. Et puis plein d'autres. Il y a Yves qui est dans la salle, il y a Thierry qui est dans la salle, il y a Nicolas qui est très impliqué dans la diffusion des maths. Bref, ces personnages-là, il faut vraiment leur rendre hommage. Et pour leur rendre hommage, en fait, on a eu l'idée de les intégrer dans une aventure qui est pas celle-là, qui n'est pas Plus belle la vie, ce ne sera pas l'aventure dont on va parler, c'est le projet Mathéopolis. Alors qu'est-ce que le projet Mathéopolis? Il s'appuie sur un constat au départ. Moi, je suis tombé sur une conférence en 2004, j'ai assisté à ça de quelqu'un qui est devenu une grande dirigeante de l'éducation nationale, puisqu'elle était DGESCO à un moment donné, qui est Florence Robin. Elle présentait les conclusions d'un rapport européen sur la désaffection pour les filières scientifiques. Et que disait ce rapport? Plein de choses. Mais ce qu'on peut retenir là-dedans, en fait, l'une des conclusions de Florence Robin, c'est que le monde des mathématiques est souvent perçu comme un univers inhumain. Il n'y a pas d'humain dedans.
composé de signes froids, sans vie, et notamment par les signes. Et c'est là où la conférence d'Isabelle était très très intéressante, parce qu'elle vous a montré toute la richesse de la vie qu'il pouvait y avoir derrière l'activité mathématique. Voilà. Et donc, si les mathématiques sont malheureusement perçues comme ça, discipline froide, fermée, hermétique, où on n'a pas d'amis finalement, alors qu'elle a bien prouvé le contraire, comment rendre concret cet univers abstrait, qui est finalement peut-être trop loin de nous, comment rendre compte du caractère extrêmement vivant des mathématiques, et comment tisser des ponts avec plein de choses comme l'histoire, la littérature, la musique, l'art, dans une démarche complète d'unité du savoir. Et ben c'est ça le projet Mathéopolis. Alors on est plusieurs au départ à avoir travaillé autour de ça. On a eu l'idée d'abord d'en faire un roman illustré. Le CIRM a repris le concept pour en faire un escape game qu'il fait vivre à l'intérieur des murs du CIRM. Et puis à terme, vous verrez, ça a vraiment vocation à devenir un jeu vidéo en 3D. Les auteurs au départ, il y a un graphiste, il y a deux personnes qui écrivent. Et puis, encore une fois, dans l'enthousiasme, une association absolument extraordinaire dans notre région qui s'appelle Maths pour tous, qui a dit, Banco, on va prendre le projet en charge. Et donc, le livre qu'on vous a transmis là, c'est un livre qui est un projet associatif. Donc, ça vient pas d'une maison d'édition, ici. Et il vous est distribué via le CIRM qui nous en a pris un certain nombre d'exemplaires. Je vous présente un petit peu les dedans du projet, les dedans du livre. Alors, l'idée, c'est quoi ? D'abord, une jeune fille. On est là pour ça, qui s'appelle Laurence Garnet. Laurence, on est au départ en 2025, maintenant elle a 29 ans quand elle raconte son histoire, et elle est devenue l'une des meilleures mathématiciennes du monde. Et en fait, rien du tout ne l'a prédestinée à ça, et elle va raconter, c'est elle qui raconte son histoire, en fait c'est nous, mais elle est censée être la personne qui écrit. Voilà. Donc à 14 ans, elle vit une période vraiment troublée dans sa vie. Elle a perdu sa mère à 8 ans de longue maladie, et son père, qui est l'un des meilleurs matheux du monde, disparaît un jour lors d'un colloque à Princeton. Il se volatilise et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc elle est pas très bien, et elle se retrouve finalement orpheline, puisque sans son père, sans sa mère, et elle va être recueillie par son grand-père à Marseille, dans le Panier, qui est un pêcheur un petit peu bourru, pas très communicatif, et en fait elle va pas bien du tout. Elle a 7,84 de moyenne en maths, elle est en 4e, sa vie c'est un enfer, et pendant les vacances de la Toussaint, on lui demande de prouver que deux droites sont parallèles par la réciproque de Thalès, et là elle renverse le bureau. Elle me dit, mais pourquoi on m'ennuie avec des choses qui servent à rien comme ça, alors que ma vie, finalement, en ce moment, c'est un désastre. Et là, le grand-père réagit, lui dit, non seulement parce que c'est beau, non seulement parce que c'est utile, mais en plus, c'est ce qui permet très éventuellement de ramener ton père. Mais en quoi un problème de maths pourrait me ramener mon père ? Effectivement, mon père faisait des maths, mais quel est le rapport entre ce problème-là et mon père ? Parce que tu ne sais pas qui était ton père. Et en fait, cette jeune fille qui ne voit pas au travers des signes autre chose que des choses très très dérangeantes, va découvrir un univers extraordinaire. En fait, son père racontait des voyages fabuleux dans des carnets que le grand-père conservait. Et quel était le pouvoir de ce père ? C'était de se projeter dans les univers, ce qu'on appelle les univers imaginaux, c'est-à-dire le monde des maths devient un monde aussi réel que Venise ou Florence ou New York. Et le père est capable de se promener dans cet univers-là, de discuter avec le 2, de prendre un petit déjeuner avec le segment, de rencontrer Pythagore, qui est mort depuis très longtemps, mais qui vit encore dans le monde des maths, ici. Et donc, dans ces carnets-là, puisqu'il dessine très bien, en fait, là, du coup, c'est Fabrice Ly qui fait les dessins, il rencontre la sphère, il rencontre le cylindre, il rencontre l'équation, qui est au premier plan ici, il parle avec le 6, vous voyez ? Et donc, dans un univers qui rencontre, par notion, de la couleur architecturale dominante d'une notion donnée. Par exemple, le monde des équations a été à un moment donné complètement immergé dans le monde arabo-musulman, et vous voyez, donc l'architecture rend compte de ça. La géométrie a été vraiment une démarche fondamentale des Grecs, donc l'architecture va rendre compte de ça à l'intérieur donc d'une gigantesque ville qui s'appelle Mathéopolis. Là vous avez les dessins de Fabrice du 0, du 1, du 3, du 4, et quand vous regardez bien sur les figures, en fait, le 2 a cette forme-là, mais il n'a pas eu cette forme-là tout le temps à travers l'histoire, et il garde en mémoire, un petit peu comme des scarifications, les anciennes manières dont le 2 a été écrit dans l'histoire, a été représenté. Le point, le segment, voilà, tout ça deviennent des êtres à part entière, dans une démarche très gödelienne. Gödel, c'était un mathématicien, un logicien mathématicien absolument extraordinaire, qui pensait que substantiellement les êtres mathématiques existaient vraiment. Donc dans une démarche gödelienne et platonicienne, parce que Platon avait un petit peu ce genre de tendance aussi.
Voilà. Et donc là-dedans, le père, mais qu'est-ce qu'il est devenu finalement? Eh bien en fait, là-dedans, il y a un personnage qui s'appelle Zlatan Charski, qui est un ponte de la Silicon Valley, qui veut créer l'IA ultime, l'IA la plus puissante possible, et pour ça, il a besoin de mathématiques très très fortes. Or, Mark Gurney est celui qui peut l'aider à faire ça. Et Mark refuse de l'aider à créer l'IA ultime parce que derrière ça, Zlatan Charski n'a pas les mêmes intentions pures que Mark qui aime les maths pour l'amour des maths, qui aime la connaissance pour l'amour de la connaissance. Zlatan veut en faire un instrument de pouvoir, il le sent, donc il ne va pas l'aider. Alors Zlatan, à un moment donné, fait enlever Mark, lui place tout un tas d'électrodes pour essayer de comprendre comment ce monsieur arrive à circuler dans le monde des maths. Et puis, sentant qu'il est peut-être sur le point d'y arriver, et ben Mark, à un moment donné, va lui laisser son corps et immerger la totalité de son mental dans le monde des maths, dans la comète de Goldbach, un endroit très très reculé où personne n'arrive réellement à se repérer. Et donc là, Mark disparaît complètement, dans l'un de ces points ici. Et que va faire cette jeune fille? Elle va dire, moi je veux retrouver mon père, mais pour ça il faut que je devienne aussi forte que lui en maths pour le retrouver. Donc, en fait, qui a initié Mark Gurney? C'est son père, en fait, de génération en génération, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille. Les Gurney s'initient au fait de transformer un rectangle qui paraît très très abstrait comme la figure que vous avez là, au passage à la rencontre à un être qui existe substantiellement. Donc elle va apprendre à faire ça, et puis son regard sur les choses va changer quand elle voit un ciel, quand elle est à l'Estac sur la grande jetée ici, à un moment donné, elle voit des figures géométriques, et pour elle, ces figures géométriques sont des êtres avec qu'elle peut rencontrer, avec qui elle peut échanger. Voilà. Et donc là-dedans, ces êtres-là, le monde des objets mathématiques vivent où? Dans une grande ville qui s'appelle Mathéopolis, que notre jeune fille va explorer sans relâche pour retrouver son père qui s'y est réfugié. Qui va l'aider à chercher le père dans cet univers-là? Le grand-père. Mais le grand-père se dit impuissant à le retrouver parce que, en fait, en maths, vous voyez, souvent, vous avez des personnes très âgées dans les livres, vous voyez? Parce que c'est des personnes qui ont été reconnues. Mais en fait, en maths, on a tendance à penser que les fulgurances des premières années sont bien meilleures. C'est-à-dire que la jeunesse n'a pas peur de casser les codes. Et donc, à deux, ils vont aller dans l'univers mathématique pour essayer de retrouver la trace de Mark Gurney. Et donc, là-dedans, le roman, vous allez voir, rend compte d'une jeune fille qui est à la fois, donc il y a du texte, et puis il y a des images, et elle va se retrouver dans le monde des maths, à circuler, à apprendre les maths, à rencontrer Descartes, à rencontrer Al-Khwarizmi, à affronter les problèmes, à affronter les équations, mais dont les gestes qu'elle va faire pour affronter les équations correspondent peu ou prou aux gestes mentaux pour comprendre comment on résout une équation. Elle va visiter l'ensemble de cet univers-là, plonger dans la rivière des naissances, des nombres, dans l'axe des réels, vous voyez. Donc par exemple là, elle est entre 6 et 7, elle s'enfonce dans l'infinité de l'infiniment petit internombre là-dedans. Et en fait, dans ce livre-là, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on fasse vivre les grands hommes des maths, les grandes femmes des maths, les grands chercheurs, ceux qui donnent de leur temps à notre jeunesse-là, qu'on les fasse vivre à l'intérieur du livre. Donc cette jeune fille va faire le camp des cigales, et Pascal Hubert sera dans le livre, vous voyez, et Julien sera dans le livre, et Dominique sera dans le livre, etc., etc., et Olga sera dans le livre, voilà, et on va immerger tous ces gens-là dans cet univers-là pour rendre hommage à ceux qui donnent tant dans notre région ici. Qu'est-ce que vous allez trouver dans Mathéopolis? Du contenu historique et épistémologique, parce que en fait, la ville est à deux niveaux. Vous avez un niveau qu'on appelle spectral, où les objets vivent vraiment, et vous avez un niveau qui s'appelle historia, où en fait, vous pouvez aller vous réimmerger dans le contexte épistémologique de l'époque. Donc vous pouvez aller vivre avec Pythagore pendant quelque temps. C'est ce qu'elle va faire. Elle va vivre avec Pythagore juste un petit peu avant sa mort à l'école de Crotone. Elle va rencontrer Thalès, elle va vivre plein de choses. Ensuite, il y a un contenu culturel, parce que là-dedans, moi j'adore les maths, mais j'aime bien d'autres choses. J'ai presque même une préférence pour l'histoire. C'est presque plus ma fibre. Et par exemple, je fais de la musique, et il m'a paru très très intéressant de vous raconter à l'intérieur du livre que vous allez découvrir comment s'est construite la musique que vous écoutez
en ce moment. D'où vient cette musique-là? Qu'est-ce que c'est qu'une gamme tempérique? Comment Pythagore, au départ, a fait sa première gamme? Pourquoi elle n'a pas fonctionné pour jouer en orchestre, etc., etc. Donc tout ça, ça va faire partie du contrôle du contenu culturel. Il y a un contenu philosophique là-dedans parce que, vous verrez, quand vous êtes en terminale, à un moment donné, vous parlez de l'allégorie de la caverne de Platon, qui mène au monde des idées, et à un moment donné, elle traverse le monde des idées pour aller vers le monde des maths, comme vous le découvrirez dans le livre. Là-dedans, on a pris le pari de mettre de la technique. Donc, en fait, c'est pas simplement un livre qui raconte une histoire où il n'y a pas de maths, où en fait, on parle un petit peu des maths, mais pas... L'idée du livre, c'est que ce soit presque un manuel. Donc, en fait, qu'il y ait des fractions, qu'il y ait des puissances, etc., etc., et des démonstrations. Voilà. Et puis, là-dedans, comme je vous l'ai dit, on va faire vivre, Dominique, dont je vous parlais tout à l'heure, qui travaille en cancérologie, on va faire vivre des grands personnages comme ça à l'intérieur de notre livre. Et de ça, on en a fait une petite bande-annonce qu'on va vous présenter. J'aurai fini ma petite intervention. Voilà, on s'est dit qu'on allait en faire un petit film, parce que quand même, c'est assez proche de la série Netflix, notre affaire. Vous me direz ce que vous en pensez. On te dira sûrement que je n'existe pas. C'est pourtant le cas. J'ai 29 ans et je suis aujourd'hui l'une des meilleures mathématiciennes du monde, traquée par toutes les agences de surveillance de la planète. Pourquoi? Parce que je détiens un savoir interdit. Tout a basculé avec la disparition brutale de mon père. En étudiant ses carnets, j'ai découvert que notre famille possédait un don caché. Être capable de s'immerger mentalement dans Mathéopolis, la ville des maths, où les nombres et figures prennent vie. Je sais maintenant que chaque humain a sans le savoir cette capacité en lui. Mon père était parmi les plus doués, capable d'y séjourner des jours entiers et d'échanger avec les plus grands savants de l'histoire. C'est ce don que convoite Zlatan Charski, le puissant dirigeant de Goldstone IA. Il a fait enlever mon père pour acquérir ce pouvoir et offrir à son intelligence artificielle une puissance sans limite, qui constituerait l'ultime prison de notre humanité. Mais mon père a trouvé un moyen de s'échapper. Il lui a laissé son corps et transféré son esprit dans l'une des zones les plus secrètes de Mathéopolis. J'ai décidé d'aller le chercher avant que ses ennemis ne le trouvent. Pour le localiser, il faut que moi aussi je devienne aussi forte que lui en maths, moi qui pensais être nulle dans cette matière. Aux côtés de mon grand-père, de Pythagore, Thalès, Euclide et Gödel, à force de volonté et de travail, j'ai développé un pouvoir supérieur au sien. Et depuis on me traque, parce que je veux transmettre au plus grand nombre ce savoir millénaire qui s'acquiert par l'esprit, mais aussi et surtout par le cœur. Si j'y parvenais, les conséquences sur le monde seraient considérables. C'est pour cela que je publie ces livres sous un pseudonyme. J'ai retranscrit fidèlement mes connaissances de l'univers mathématique, un savoir qui a bouleversé ma vie, qui bouleversera la vôtre. Lisez ces pages, développez votre propre don et souvenez-vous, vous êtes libre, et vous le resterez aussi longtemps que vous serez conscient de cette liberté. Ça vous plaît? On y a mis tout notre cœur. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez suivre la suite du projet, en fait, on a un site internet qui s'appelle mathéopolis.org qui permet de continuer un petit peu les échanges. Merci de votre attention et bonne journée.